Maman m'a demandé pourquoi je ne revenais plus jamais à la maison. Je l'ai conduite jusqu'au réfrigérateur, où se trouvaient les dessins des enfants de mon frère, sa photo de famille, et le bulletin scolaire de son fils. Je lui ai dit, montre-moi une seule chose qui vienne de moi. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Papa m'a dit que j'exagérais. Je m'appelle Mathieu. J'ai 29 ans et j'ai grandi en croyant que dans ma famille, l'amour était quelque chose qui se méritait. Pas à la manière des jolies affiches de motivation où le travail acharné forge le caractère. Non, je pensais littéralement que si seulement j'essayais un peu plus fort, que je devenais un peu meilleur, peut-être qu'un jour mes parents me regarderaient de la même façon qu'ils regardaient mon frère Julien. Je vous gâche la surprise, ça n'est jamais arrivé. Mais je m'avance un peu. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne près de Tours, en région Centre-Val de Loire. Un endroit assez agréable. De bonnes écoles, les matchs de football du vendredi soir, le genre de quartier où les gens vous saluent depuis leur jardin ou leur fenêtre. Mes parents, Patrick et Sylvie, étaient des amours de lycée qui se sont mariés à 22 ans et ont eu Julien un an plus tard. Julien a été l'enfant en or dès sa première bouffée d'air. Je n'exagère pas. Ma mère a probablement raconté l'histoire de la naissance de Julien 400 fois. Comment l'infirmière a dit qu'il était le nouveau-né le plus alerte qu'elle ait jamais vu. Comment il a souri à 2 semaines. Comment il s'est agrippé à son doigt avec une force incroyable et comment elle a su à ce moment-là qu'il accomplirait de grandes choses. Je suis arrivé 3 ans plus tard. Vous voulez connaître l'histoire de ma naissance? Ma mère a commencé le travail pendant le premier match de foot de Julien. Elle était contrariée parce qu'elle l'avait manqué au moment où il marquait. C'est tout. C'est mon histoire d'origine. Je suis entré dans ce monde comme un contretemps dans l'emploi du temps. Attention, je ne veux pas avoir l'air de m'apitoyer sur mon sort. J'avais un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des chaussures aux pieds. Je n'étais pas négligé au point que les services sociaux interviennent. C'était plus subtil que ça. C'était le genre de choses où, si vous le faisiez remarquer, les gens vous disaient que vous étiez trop sensible. Et croyez-moi, j'ai beaucoup entendu cette phrase. Julien jouait au football, alors mes parents n'ont jamais manqué un seul match. Ils avaient des maillots d'équipe assortis. Ils tenaient un cahier de statistiques. Mon père a installé un but d'entraînement dans le jardin. Quand j'ai rejoint l'équipe de natation au collège, ma mère est venue à exactement 2 compétitions. Les 2 fois, elle a passé toute la rencontre au téléphone dans les gradins. Quand je suis arrivé 3e au régional en 3e, je me souviens être sorti de la piscine avec ma médaille de bronze, dégoulinant d'eau, cherchant sa voiture des yeux dans le parking. Elle n'était même pas là. Elle était partie plus tôt parce que Julien avait un rendez-vous chez le dentiste. Un rendez-vous chez le dentiste, pas une opération d'urgence, un simple détartrage. Mon père n'était pas bien meilleur, juste plus discret à ce sujet. Patrick était le genre de père qui montrait son amour par sa présence, et il était présent pour Julien. Il entraînait les équipes de Julien. Il aidait Julien à faire ses devoirs à la table de la cuisine tous les soirs. Il emmenait Julien à la pêche le week-end. Avec moi, c'était plutôt, et Mathieu, il reste du fromage et du pain au frigo. Honnêtement, du fromage et du pain gratuit, c'est super, mais ce n'est pas exactement un moment de complicité père-fils. Le truc, c'est que Julien n'était même pas un mauvais garçon en grandissant. Il n'était pas une brute arrogante qui me le jetait au visage. Il était juste inconscient. Il ne remarquait pas le déséquilibre, pourquoi l'aurait-il fait? Quand on est le soleil, on ne pense pas à ce que c'est que d'être dans l'ombre. Il rentrait à la maison avec un autre trophée et mes parents lui faisaient une place sur la cheminée, et j'étais assis là avec mon bulletin scolaire rempli de bonnes notes et personne ne demandait même à le voir. J'ai tout essayé. Vraiment. J'ai eu d'excellentes notes parce que je pensais que c'était peut-être ma voie. Non. Julien avait des notes moyennes et mes parents lui ont organisé une fête quand il a réussi à remonter sa moyenne. J'ai obtenu une moyenne excellente au baccalauréat. Et ma mère a dit, je cite, « C'est bien, chérie. Peux-tu mettre la table ?» J'ai rejoint toutes les activités extrascolaires possibles. Club de débat, conseil des élèves, bénévolat à la SPA le week-end. Mon père a une fois oublié que j'étais au conseil des élèves et m'a demandé pourquoi je rentrais tard du lycée comme si j'avais fait des bêtises. Au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat, j'avais pratiquement accepté mon rôle. J'étais le personnage secondaire dans le spectacle de Julien.
Julien est allé à l'université avec une bourse partielle de football. Mes parents l'ont conduit au campus, l'ont aidé à emménager, ont pleuré sur le parking, ont pris 800 photos. Quand ce fut mon tour quelques années plus tard, ma mère m'a tendu un chèque et a dit « Bonne chance. On viendra te voir bientôt ». Ils sont venus une fois, pendant ma 2e année, pour 2 heures. Parce qu'ils passaient par là en chemin pour voir Julien jouer dans un tournoi à plusieurs régions de distance. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai eu une grande confrontation dramatique pendant mes études. Ce n'est pas le cas. J'ai simplement construit ma vie en silence. J'ai étudié la finance, fait un stage dans une entreprise à Paris, me suis fait quelques bons amis qui se souvenaient de mon anniversaire sans rappel. J'ai commencé à réaliser que le vide dans ma poitrine n'était pas dû à un problème chez moi. C'était parce que les gens qui étaient censés le combler n'avaient tout simplement jamais pris la peine de le faire. Après l'université, j'ai déménagé à Lyon. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet de conseil financier. Rien de glamour au début, juste du travail de débutant à triturer des chiffres, mais j'étais bon à ça. Très bon. Il s'avère que lorsqu'on passe toute son enfance à être invisible, on développe une concentration extrême parce qu'il n'y a rien d'autre pour capter votre attention. Pas de drame familial qui vous rappelle à la maison pour les fêtes. Pas de parents qui appellent pour prendre des nouvelles. Juste moi, mon appartement, et une carrière que j'étais déterminé à bâtir. Julien, pendant ce temps, est resté près de la maison. Il a épousé sa petite amie de l'université, Mélanie, à 25 ans. A eu un enfant à 27 ans, un autre à 29. Il est devenu entraîneur de football au lycée, ce que mes parents ont traité comme s'il avait été nommé à un poste prestigieux. Chaque conversation du dîner du dimanche portait sur l'équipe de Julien, les enfants de Julien, la nouvelle maison de Julien qui n'était qu'à 20 minutes de chez papa et maman. Je le sais parce que les rares fois où ma mère m'appelait, elle passait 45 minutes à parler de Julien avant de me demander comment j'allais, et à ce moment-là, j'entendais mon père en arrière-plan dire « Le dîner est prêt ». Alors, l'appel se terminait. Je suis rentré à la maison pour Noël quand j'avais 26 ans. Cela faisait environ 1 an depuis ma dernière visite. Je suis entré dans la maison de mes parents et quelque chose m'a frappé, que je n'avais jamais pleinement réalisé auparavant. Les photos de famille de Julien bordaient le couloir. Son portrait de mariage était accroché au-dessus de la cheminée. Les dessins de ses enfants étaient scotchés sur le réfrigérateur. Le bulletin scolaire de son fils était épinglé sur le tableau en liège dans la cuisine avec un autocollant en étoile dorée que ma mère avait ajouté elle-même. Il y avait un véritable sanctuaire dédié à la vie de Julien dans chaque pièce de cette maison. J'ai traversé chaque pièce comme un touriste dans un musée. Le salon, les trophées de Julien. Le couloir, la famille de Julien. La cuisine, les projets artistiques des enfants de Julien. La salle de bain. D'une manière ou d'une autre, même une photo de la famille de Julien à la plage était encadrée au-dessus du porte-serviette. Je suis monté à l'étage dans ce qui était ma chambre. C'était maintenant un atelier de bricolage. Mon lit avait disparu. Mes affiches avaient disparu. Il y avait une machine à coudre là où se trouvait mon bureau. L'ancienne chambre de Julien, de l'autre côté du couloir, était préservée exactement comme il l'avait laissée. Des fanions de football au mur, sa veste d'équipe universitaire toujours accrochée au dos de la porte. Je suis resté longtemps dans cet atelier de bricolage. Quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, exactement, plutôt une clarté. Le genre de clarté qui vient quand on arrête enfin d'essayer de voir quelque chose qui n'est pas là. Je suis redescendu et ma mère était dans la cuisine en train de disposer des biscuits sur une assiette. Elle a levé les yeux, a souri et a dit « Oh, bien. Mathieu, peux-tu porter ça dans le salon ?» Et j'ai réalisé qu'elle n'avait même pas remarqué que j'étais parti pendant 20 minutes pour explorer la maison. Elle ne m'a pas demandé ce que j'avais fait. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passé mon trajet. Elle avait besoin d'une paire de bras pour porter une assiette. Ce Noël a été la dernière fois que je suis venu pendant un certain temps. Pas à cause d'une dispute spectaculaire. J'ai juste arrêté de faire l'effort. Et voici ce qui a confirmé tout ce que je savais déjà. Il a fallu 4 mois à mes parents pour le remarquer. 4 mois, c'est le temps qu'il a fallu à ma mère pour appeler et dire « Eh, on n'a pas eu de tes nouvelles depuis un moment. » Et même là, ce n'était pas parce que je lui manquais. C'était parce que l'anniversaire du fils de Julien approchait et elle voulait savoir si je pouvais envoyer un cadeau. Pas de venir à la fête. D'envoyer un cadeau.
Comme si j'étais un parent éloigné qu'il gardait sur une liste de diffusion. J'ai envoyé le cadeau parce que je ne vais pas passer ma frustration sur un enfant de 5 ans qui n'y est pour rien. Mais je n'ai pas rappelé. J'ai laissé le silence s'installer et j'ai attendu de voir combien de temps il faudrait avant que quelqu'un ne me contacte juste pour me parler. Pas pour demander quelque chose. Pas pour relayer des nouvelles de Julien. Juste pour dire, et Mathieu, comment ça va dans ta vie? Cette semaine de plus. Mon père a finalement appelé un mardi soir. Il m'a demandé comment allait le travail. M'a demandé si je voyais quelqu'un, puis il m'a donné la vraie raison. Ta mère veut savoir si tu viens à la maison pour Pâques. Pas ta mère et moi voulons savoir. Ta mère veut savoir. Comme s'il n'était que le messager. Je n'y suis pas allé. La vie à Lyon se passait en fait bien. J'avais été promu 2 fois en 3 ans. Mon patron, un homme nommé Marc, m'avait pris sous son aile et me poussait vers un poste d'analyste principal. J'avais un groupe d'amis solides. J'avais commencé à sortir avec une femme nommée Pauline, que j'avais rencontrée lors d'un événement caritatif par le travail. Elle était ergothérapeute, incroyablement intelligente, riait de mes blagues nulles, et elle me regardait quand je parlais d'une manière qui me donnait l'impression que ce que je disais comptait vraiment. C'était une sensation étrangère. Honnêtement, avoir quelqu'un de sincèrement intéressé par les détails de ma journée. Pauline était au courant de ma situation familiale. Je lui en ai parlé très tôt parce que je me suis dit que si ça devait la faire fuir, autant le savoir le plus tôt possible. Elle n'est pas partie. Elle m'a juste serré la main et a dit, ça explique pourquoi tu es si autonome. Puis elle a fait une pause et a ajouté, ça explique aussi pourquoi tu t'excuses chaque fois que tu me demandes un service, et on va travailler là-dessus. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la bonne. Environ 8 mois après cette visite de Noël, j'ai reçu un appel de Julien. C'était inhabituel parce que Julien et moi ne nous parlions pas vraiment. Nous n'étions pas hostiles, nous existions simplement en parallèle. Il a appelé pour me dire que maman et papa prévoyaient une grande fête pour leur 30e anniversaire de mariage et qu'il voulait que toute la famille soit là. Il a dit que maman lui avait spécifiquement demandé de s'assurer que je vienne parce que, et ce sont ses mots, elle a dit que tu as été distant ces derniers temps et elle ne comprend pas pourquoi. Elle ne comprend pas pourquoi. Laissez ça infuser une seconde. La femme qui a transformé ma chambre en atelier de bricolage ne comprend pas pourquoi je pourrais me sentir un peu distant. Mais Pauline m'a encouragé à y aller. Elle a dit que ce pourrait être une occasion d'avoir une conversation honnête. Elle a proposé de m'accompagner pour me soutenir moralement. Alors, j'ai accepté. Nous avons pris le TGV pour la région de Tours un vendredi après-midi et sommes allés en voiture chez mes parents. La fête était le samedi. Nous sommes arrivés le vendredi soir. Entrer dans cette maison avec Pauline était une expérience différente. Elle l'a vu immédiatement. Je n'ai même pas eu à le lui faire remarquer. Nous étions dans le salon, elle regardait autour d'elle, et j'ai vu son visage changer alors qu'elle réalisait que ce que je lui avais dit était là, sur les murs, sur chaque étagère, dans chaque cadre. Elle m'a regardé avec une expression qui était un mélange de chagrin et de fureur et elle a murmuré, « Où es-tu dans tout ça ?» J'ai juste haussé les épaules. J'avais eu des années pour m'y habituer. La fête avait lieu le lendemain. Mes parents avaient loué la salle arrière d'un restaurant du centre-ville de Tours. Environ 60 personnes sont venues, familles, voisins, amis de la paroisse. Il y avait un diaporama qui tournait sur un écran de projection. Voulez-vous deviner combien de photos de moi il y avait dans ce diaporama? Allez-y, devinez. J'attends. 3 sur peut-être 120 photos couvrant 30 ans de mariage et de vie de famille. J'apparaissais sur exactement 3 photos. Une était une photo de groupe où j'étais partiellement caché par un cousin. Une était de ma remise de diplôme où je me tenais derrière Julien. Et une était une photo de bébé où on ne pouvait même pas dire que c'était moi. Pauline a compté. Elle a vraiment compté parce qu'elle n'arrivait pas à y croire. Julien apparaissait sur probablement 60 d'entre elles. Je suis resté assis pendant ce diaporama avec un sourire plaqué sur le visage tandis que 60 personnes s'extasiaient devant 30 ans du spectacle de Julien. Pauline me serrait la main si fort sous la table que j'ai cru qu'elle allait me casser un doigt. Après le dîner, les gens discutaient. Je suis sorti prendre l'air. Ma mère m'a suivi. Elle avait un verre de vin à la main, elle souriait, elle a passé son bras autour de moi et a dit, « N'est-ce pas merveilleux? Je suis si contente que tu sois venu, Mathieu. Tu devrais revenir plus souvent. »
Pourquoi ne reviens-tu jamais à la maison? Et voilà, la question posée si nonchalamment, comme si elle n'en avait sincèrement aucune idée, comme si j'étais une énigme qu'elle n'arrivait pas à résoudre, mais qu'elle n'essayait pas non plus vraiment de le faire. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de manière explosive, tranquillement. Comme une faille qui avait accumulé de la pression pendant 29 ans et qui a finalement cédé. J'ai dit, maman, on peut rentrer une seconde? Je veux te montrer quelque chose. Elle avait l'air confuse, mais elle m'a suivi. Nous sommes rentrés dans la maison par la porte latérale qui menait à la cuisine. Pauline était dans le salon, elle nous a vus et s'est levée. Julien était à table avec Mélanie et les enfants. J'ai conduit ma mère jusqu'au réfrigérateur. Je l'ai pointé du doigt. J'ai dit, regarde ça. Dis-moi ce que tu vois. Elle a ri nerveusement. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le frigo. J'ai dit, regarde ce qu'il y a dessus. Le dessin d'une maison par les enfants de Julien. Le dessin de la famille par les enfants de Julien. Une photo de la famille de Julien au zoo. Un aimant des vacances de Julien. Le bulletin scolaire de son fils avec ton autocollant en étoile dorée. Elle a fixé le réfrigérateur comme si elle le voyait pour la première fois. Je l'ai conduite jusqu'au tableau en liège. L'horaire de football de Julien. Un dépliant pour la pièce de théâtre de l'école des enfants de Julien. Une photo de Julien et Mélanie à une collecte de fonds. Puis je l'ai conduite dans le couloir. J'ai pointé chaque cadre. Le mariage de Julien. La remise de diplôme de Julien. Les enfants de Julien. Julien à Noël. Julien à la pêche avec papa. Julien. 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 Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, montre-moi une seule chose qui vienne de moi. Une photo. Un dessin. Un bulletin scolaire. Une seule preuve que j'existe dans cette maison. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle est restée là, dans le couloir, avec son verre de vin et la bouche entr'ouverte, sans absolument rien à dire. J'ai dit que j'avais eu d'excellentes notes pendant 12 ans. Je me suis classé au régional en natation. J'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. J'ai été promu 2 fois en 3 ans à mon travail. Je suis en couple avec une femme incroyable et il n'y a pas la moindre trace de tout ça dans la maison où j'ai grandi. Mon père s'était approché entre-temps. Il avait entendu la fin. Et au lieu de reconnaître ce que je disais, au lieu de regarder autour de lui et de voir ce qui était douloureusement évident, il a croisé les bras et a dit, Mathieu, tu exagères. C'est la fête d'anniversaire de ta mère. Ne gâche pas ça. Ne gâche pas ça. Comme si j'étais le problème. Comme si faire remarquer que j'avais été effacé de ma propre famille était une sorte d'impair social. Comme se resservir 2 fois dans le bol de chips. Pauline est intervenue. Elle a regardé mon père et a dit, avec tout le respect que je vous dois, Patrick, il y a 3 photos de Mathieu dans votre diaporama de 30 ans. 3. J'ai compté. Ce n'est pas exagéré. C'est dévastateur. La pièce est devenue très silencieuse. Julien fixait son assiette. Mélanie regardait Julien comme si elle voulait qu'il dise quelque chose. Ma mère avait les larmes aux yeux, mais elle n'avait toujours pas dit un seul mot. J'ai regardé mon père et j'ai dit, je ne gâche rien. C'est vous qui avez tout gâché il y a longtemps. Vous ne l'avez juste pas remarqué parce que vous étiez trop occupé à regarder Julien. Puis j'ai pris la main de Pauline et nous sommes sortis. Nous avons conduit jusqu'à l'hôtel en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis sur le siège passager, à regarder par la fenêtre, pendant que Pauline conduisait et me tenait la main par-dessus la console centrale. Nous avons pris le TGV pour rentrer le lendemain matin. J'ai éteint mon téléphone pendant tout le trajet. Quand j'ai atterri et que je l'ai rallumé, j'avais 11 appels manqués. 9 de ma mère, 2 de Julien, 0 de mon père. Pas un seul de l'homme qui m'avait dit que j'exagérais. Les semaines qui ont suivi la fête d'anniversaire ont été difficiles. Mais pas comme on pourrait s'y attendre. Personne ne s'est présenté à ma porte avec des excuses. Personne n'a envoyé de lettre reconnaissant ce qui s'était passé. À la place, j'ai reçu de ma mère une campagne de culpabilisation soigneusement orchestrée qui aurait impressionné un lobbyiste professionnel. Les textos ont commencé 2 jours après mon retour. Mathieu, je ne comprends pas pourquoi tu m'as embarrassé devant nos amis. Puis un jour plus tard, Mathieu,
ton père est très blessé. Puis, Mathieu, Julien dit que tu as dépassé les bornes. Puis le chef-d'œuvre. Mathieu, je suis ta mère. Je t'ai porté pendant 9 mois. Le moins que tu puisses faire est de décrocher le téléphone. C'est drôle comme elle pouvait se souvenir de m'avoir porté pendant 9 mois, mais pas de mettre une seule photo de moi sur son mur. Cette mémoire sélective fonctionnait à un niveau olympique. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Pauline m'a aidé avec ça. Elle avait été un rock depuis la fête, mais elle était aussi assez intelligente pour savoir que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour gérer ça, pas seulement d'une compagne compréhensive. Elle m'a encouragé à commencer à voir un thérapeute, un homme nommé Dr Martin, spécialisé dans la dynamique familiale et les enfants adultes de parents émotionnellement négligents. Oui, c'est une vraie spécialité. Il s'avère que nous sommes assez nombreux pour que ces gens aient un emploi à plein temps. Le docteur Martin a changé la donne. C'était un homme calme et mesuré dans la cinquantaine qui avait une façon de recadrer les choses qui me faisait tourner la tête. Lors de notre 3e séance, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit, « Mathieu, vous avez passé votre vie entière à essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été mise pour vous. La table était toujours pleine. Il n'y a jamais eu de chaise vide. Vous n'avez cessé de sortir des chaises pliantes du garage pour vous faufiler dans un coin, et ils vous ont laissé vous asseoir là parce que ça ne leur coûtait rien, mais ils n'ont jamais fait de place. J'ai médité là-dessus pendant environ une semaine. Puis j'ai pleuré sous la douche pendant 45 minutes, ce que je ne recommande pas parce que l'eau devient froide et alors on est triste et on grelotte, ce qui est juste une terrible combinaison. Mais voici ce qui s'est passé après les pleurs. Je me suis mis en colère. Pas le genre de colère destructrice où l'on crève des pneus et envoie des courriels méchants. Le genre productif. Le genre qui vous fait regarder votre vie et dire, d'accord, je ne peux pas les changer, mais je peux changer complètement ma façon de réagir à ça. Je me suis jeté dans le travail avec une concentration qui, honnêtement, m'a un peu effrayé. Marc, mon patron, l'a remarqué immédiatement. Il m'a fait venir dans son bureau un après-midi et m'a dit, quoi que ce soit qui te motive en ce moment, mets-le en bouteille et vends-le, parce que tu produis à un niveau que je n'ai vu chez personne en 10 ans ici. En 6 mois, j'ai été promu analyste principal. 1 an plus tard, je dirigeais une équipe de 8 personnes gérant des portefeuilles d'une valeur que je n'aurais jamais imaginé toucher à mon âge. Pauline et moi avons emménagé ensemble. Nous avons trouvé un bel appartement avec terrasse dans un quartier agréable de Lyon, près des restaurants et des parcs, avec un balcon où nous nous asseyions les matins de week-end, buvant du café et parlant de tout et de rien d'une manière qui semblait être tout. Elle ne m'a jamais poussé à me réconcilier avec ma famille. Elle n'a jamais dit tu devrais leur pardonner ou ce sont quand même tes parents ou aucun de ces conseils bien intentionnés mais profondément inutiles que les gens adorent donner. Elle a juste dit, quoi que tu décides, je suis avec toi. Et elle le pensait. J'ai aussi commencé à construire ce que j'appelle ma vraie famille. Non pas pour remplacer quoi que ce soit, car on ne peut pas remplacer quelque chose qu'on n'a jamais eu, mais pour créer ce dont j'avais besoin. Marc est devenu un mentor et finalement un véritable ami. Sa femme, Isabelle, nous invitait pour les dîners du dimanche, et c'était la chose la plus étrange, d'être assis à la table familiale de quelqu'un d'autre, qu'on me demande comment s'était passée ma semaine et qu'ils écoutent vraiment la réponse. Mon ami du travail, Bastien, et sa femme Caroline sont devenus nos amis les plus proches. On fait des soirées-jeux, des randonnées le week-end et des jeux de questions au bar du coin où Pauline et moi battions tout le monde parce qu'elle est une encyclopédie ambulante et que je suis bizarrement bon en géographie. J'ai eu 30 ans et Pauline m'a organisé une fête surprise. 15 personnes entassées dans notre appartement avec de la nourriture faite maison et un gâteau qui disait « Joyeux anniversaire au gars qui a enfin appris à ne plus s'excuser de demander le sel ». C'était un très long gâteau. C'était la première fête d'anniversaire que j'avais où l'attention était vraiment portée sur moi. J'ai porté un toast ce soir-là, j'ai remercié tout le monde d'être venu et je le pensais à environ 14 niveaux différents que seule Pauline comprenait pleinement. Pendant ce temps, j'entendais des bribes d'informations sur ma famille par le biais de textos occasionnels de Julien. Il me contactait tous les 2 ou 3 mois avec des messages superficiels et maladroits. « Salut mec, comment ça va à Lyon ?» Ou « Maman te dit bonjour ». Je répondais poliment mais brièvement. Je n'étais pas intéressé par le fait de jouer une relation qui n'existait pas. D'après ce que j'ai compris, les choses n'allaient pas très bien près de Tours. Le travail d'entraîneur de Julien était correct, mais il ne rendait personne riche. Mélanie avait repris ses études à temps partiel,
ce qui ajoutait du stress. Mes parents étaient en bonne santé, mais mon père avait pris sa retraite, et il cherchait comment vivre avec un revenu fixe dans une maison qui nécessitait environ 40 000 € de réparation. L'infrastructure de classe moyenne habituelle qui s'effrite quand on investit toutes ses ressources dans la carrière de football d'un enfant et qu'on oublie de réparer le toit. Je ne me suis pas réjoui de tout ça. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je l'ai juste remarqué comme on remarque le bulletin météo d'une ville où l'on a vécu. Tiens, il pleut. Bref, environ 14 mois après l'incident de la fête d'anniversaire, j'ai reçu un appel de Julien qui était différent de ses textos habituels. Il a vraiment appelé, ce qui signifiait que quelque chose se passait. Il a tourné autour du pot pendant environ 5 minutes avant d'en venir au fait. Maman et papa avaient des problèmes d'argent. Le toit devait être remplacé. La chaudière était fichue. Les économies de retraite de papa ne suffisaient pas comme il l'avait prévu. Julien aidait où il pouvait, mais il avait 2 enfants, une hypothèque et les frais de scolarité de Mélanie à gérer. Il ne m'a pas directement demandé de l'argent. Il a juste exposé la situation et a ensuite dit « Je pensais juste que tu devrais être au courant ». Sur ce ton que les gens utilisent quand ils demandent absolument quelque chose mais veulent pouvoir le nier. Je lui ai dit que j'appréciais qu'il me mette au courant et que j'allais y réfléchir. Puis j'ai raccroché, je me suis assis sur ma terrasse et j'y ai réfléchi pendant exactement 11 secondes avant de décider que je n'allais pas jeter mon argent par les fenêtres juste parce que les gens qui avaient oublié mon existence avaient finalement besoin de quelque chose de moi. J'en ai parlé au docteur Martin. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que la demande elle-même n'est pas le problème. Les familles s'entraident. Le problème est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance, aucune prise de responsabilité et aucun changement. Envoyer de l'argent maintenant communiquerait que la relation peut continuer exactement comme elle était, et c'est vous qui en paierez le coût émotionnel et financier. Alors, je n'ai pas envoyé d'argent, et je ne me suis pas senti coupable, ce qui était nouveau. Ce que j'ai fait à la place, c'est de continuer à construire. J'ai obtenu la certification d'analyste financier agréé, l'un de ces diplômes qui semblent ennuyeux mais qui ouvrent des portes qui sont autrement pratiquement verrouillées. Mon entreprise m'a offert un poste à la tête d'une nouvelle division axée sur la planification de la retraite et la gestion de patrimoine. Cela s'accompagnait d'une augmentation significative et d'un bureau avec une vraie porte, ce qui, après des années passées en espace de travail ouvert, me donnait l'impression d'emménager dans un manoir. Pauline et moi nous sommes fiancés un mardi. Rien de sophistiqué. Nous préparions le dîner, j'avais la bague depuis 3 semaines et j'essayais de planifier le moment parfait. Et puis elle a brûlé l'ail et a déclenché l'alarme incendie. Et nous étions dans la cuisine à agiter un torchon vers le plafond, riant si fort que nous n'arrivions plus à respirer. Et j'ai tout simplement lâché la question. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. C'était parfait parce que c'était nous. J'avais 31 ans. J'avais une carrière dont j'étais fier, une femme avec qui je construisais une vie, des amis qui étaient présents sans qu'on le leur demande, et un thérapeute qui m'a appris que je méritais tout ça. J'étais sincèrement heureux. Pas le genre de bonheur de façade où l'on poste des photos de vacances en espérant que les gens pensent que votre vie est parfaite. Le vrai. Le genre où l'on se réveille un mercredi au hasard et on se dit « Oui, c'est bien ». Et c'est exactement à ce moment-là que ma mère a décidé qu'elle voulait revenir dans ma vie. Ça a commencé par une lettre, pas un texto, pas un appel, une vraie lettre manuscrite envoyée à mon appartement à Lyon. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe, le genre de cursive avec des boucles qu'elle utilisait toujours pour les cartes de Noël. Pauline l'a ramenée de la boîte aux lettres, l'a posée sur le comptoir de la cuisine et nous l'avons tous les deux fixée comme si c'était un colis suspect. Je l'ai ouverte ce soir-là après le dîner. Elle faisait 2 pages. Ma mère écrivait à quel point je lui manquais, à quel point la maison semblait vide sans tous ces garçons. Qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle réalisait que peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas toujours été juste. Elle disait qu'elle voulait arranger les choses. Elle disait qu'elle et papa voulaient venir me voir à Lyon. Elle disait qu'elle avait prié à ce sujet et que Dieu lui avait dit qu'il était temps de guérir. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je ne suis pas assez cynique pour rejeter automatiquement la tentative de réconciliation d'un parent. Les gens peuvent changer. Les gens grandissent. Et une partie de moi, ce petit garçon qui voulait juste que sa mère vienne à sa compétition de natation, s'est réveillé en lisant cette lettre. Pauline l'a vue sur mon visage. Elle a posé sa main sur mon bras et a dit « Tu n'as rien à décider ce soir ». Alors j'ai laissé mûrir.
J'en ai parlé au docteur Martin. Il était prudemment favorable. Il a dit que la lettre était un bon signe, mais que les mots sont faciles. Ce qui compte, c'est que le comportement change. Il a suggéré que si je décidais de m'engager, je devrais fixer des limites claires et observer les schémas plutôt que les promesses. J'ai répondu par une courte lettre. J'ai dit que j'appréciais sa démarche. J'ai dit que je serais ouvert à une visite, mais que je voulais être honnête sur le fait que les choses ne pouvaient pas simplement redevenir comme avant. J'ai dit que j'avais besoin qu'il reconnaisse que ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire n'était pas moi qui exagérais. C'était moi qui étais enfin honnête à propos de quelque chose qui m'avait fait mal pendant très longtemps. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Elle était émue. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle et papa voulaient venir le mois suivant. Elle a dit qu'il prendrait un hôtel pour ne pas déranger. Elle a dit que Julien voulait venir aussi et amener la famille, en faire un grand événement. J'ai marqué une pause à ce moment-là. Que Julien veuille venir me semblait moins une réconciliation qu'une illusion. Si toute la famille était là, la conversation que je devais avoir avec mes parents se perdrait sous le chaos des enfants et les bavardages. J'ai dit à ma mère que j'adorerais voir Julien séparément, mais pour cette première visite, je voulais que ce soit juste elle et papa. Elle a accepté, même si je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Ils sont venus un week-end fin octobre. Je suis allé les chercher à la gare. Mon père m'a serré la main. Ma mère m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais la sentir trembler. Nous sommes allés chez moi, je leur ai fait visiter et ma mère n'arrêtait pas de dire à quel point tout était beau et mon père hochait la tête comme s'il inspectait des violations de code. Pauline a maintenu la conversation pendant le déjeuner. Des sujets légers, faciles, donnant à chacun une chance de se détendre. La vraie conversation a eu lieu le samedi soir. Pauline s'était tactiquement éclipsée pour retrouver Caroline, nous laissant de l'intimité. Nous étions assis sur la terrasse arrière. Mon père avait une bière. Ma mère avait du vin. J'avais de l'eau parce que je voulais avoir les idées claires. J'ai commencé par les remercier d'être venus. Puis j'ai posé une question directe à ma mère. J'ai dit, « Maman, quand je t'ai fait visiter la maison à la fête d'anniversaire et que je t'ai demandé de me montrer une seule chose qui venait de moi, qu'as-tu ressenti à ce moment-là » Elle a pris une longue gorgée de vin. Puis elle a dit qu'elle s'était sentie prise en embuscade. Prise en embuscade, pas honteuse, pas coupable, pas le cœur brisé que son fils se sent invisible. Prise en embuscade, comme si j'étais l'avocat de la partie adverse dans un drame judiciaire. J'ai gardé mon sang-froid. Le docteur Martin et moi nous étions entraînés pour ça. J'ai dit, je comprends que ça ait pu paraître soudain, mais je te demande ce que tu as ressenti à propos de ce que je t'ai montré, pas de la manière dont je l'ai montré. Le fait qu'il n'y ait rien de moi dans votre maison. Elle s'est mise à pleurer. Je crois sincèrement que les larmes étaient réelles, mais elles étaient pour son propre malaise, pas pour ma douleur. Il y a une différence que j'ai mis des années à comprendre. Elle a dit, je t'aime autant que Julien. Je vous ai toujours aimés tous les deux de la même façon. J'ai dit, je crois que tu penses que c'est vrai. Mais l'amour n'est pas juste un sentiment, maman. C'est un verbe. C'est ce que tu fais. Et ce que tu as fait, c'est construire un musée à la vie de Julien et transformer ma chambre en atelier de couture. Mon père a posé sa bière. Il s'est raclé la gorge et a dit, « Écoute, Mathieu, ta mère et moi ne sommes pas parfaits. Nous le savons, mais tu as bien réussi. Tu as du succès. Tu n'as pas besoin de nous comme Julien en a besoin. Julien est resté près de nous. Il avait besoin de soutien, et nous le lui avons donné. C'est ce que font les parents. » Je l'ai regardé fixement pendant 5 bonnes secondes. Puis j'ai dit, « Papa, est-ce que tu t'entends ? Tu dis que tu as investi dans l'enfant qui est resté et ignoré celui qui est parti. Et tu ne vois pas que c'est peut-être la raison pour laquelle je suis parti ?» Il n'avait pas de réponse à ça. Il a juste cligné des yeux et a repris sa bière. Ma mère est intervenue. Elle a dit, « Nous voulons arranger ça. Dis-nous ce dont tu as besoin. Nous le ferons. » Dans un film, c'est là que la musique monte, que tout le monde se serre dans les bras et que le générique défile. Mais ce n'est pas un film. J'avais assez appris du docteur Martin pour savoir que arranger ça ne se fait pas au cours d'une conversation sur une terrasse. Ça se fait sur des mois de comportement constant et de changement. Alors, je leur ai dit ce dont j'avais besoin. J'ai besoin que vous reconnaissiez spécifiquement que vous m'avez traité différemment.
Pas seulement nous n'étions pas parfaits. J'ai besoin que vous disiez que vous avez donné la priorité à Julien et que vous savez que ça m'a blessé. J'ai besoin que vous arrêtiez de me dire que j'exagère et j'ai besoin de voir un vrai changement, pas des promesses. J'ai besoin de me voir dans votre maison, sur vos murs, dans vos conversations, et j'ai besoin de temps. Ma mère a hoché la tête. Mon père a dit que c'était juste. Ils sont partis le dimanche. Les adieux ont été plus chaleureux que l'arrivée. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit « Je vais essayer, Mathieu. » Vraiment. Je voulais la croire. Une partie de moi y croyait, mais j'ai dit à Pauline après que j'allais observer et attendre, parce que les gens qui ont l'habitude de ne faire aucun effort ne deviennent pas des marathoniens du jour au lendemain. Au cours des mois suivants, j'ai observé. Ma mère appelait plus souvent. Elle posait des questions sur mon travail. Elle posait des questions sur Pauline et la préparation du mariage. Elle a même demandé des nouvelles de mes amis par leur nom, ce qui était nouveau. Mais il y avait des failles. Elle passait toujours les 10 premières minutes de chaque appel à me donner des nouvelles de Julien et de ses enfants avant de me poser des questions sur moi. Elle n'avait toujours pas mis une seule photo de moi dans la maison. Je le savais parce que Julien l'avait mentionné nonchalamment dans un texto. Il avait dit que le couloir était toujours le même. Mon père était pire. Il a appelé une fois et ça a duré 3 minutes. Il a dit, ta mère voulait que je prenne des nouvelles. Pas, je voulais prendre des nouvelles. Ta mère voulait que je le fasse. Il a demandé comment allait le travail. Je lui ai parlé de ma promotion et il a dit, bien pour toi. Ce qu'on dit à l'enfant d'un inconnu lors d'un pique-nique d'entreprise, pas à son propre fils qui vient de décrocher la plus grande opportunité de sa carrière. Puis Julien m'a appelé environ 6 mois après le début de cette soi-disant réconciliation, et tout a basculé. Il était bizarrement formel, ce qui avec Julien signifiait que quelque chose de désagréable allait arriver. Il a fini par y venir. Maman et papa parlaient de mettre à jour leur testament. Ils voulaient laisser la maison à Julien puisqu'il vivait à proximité et que ses enfants avaient grandi en y venant. Ils prévoyaient de diviser leurs économies à parts égales entre nous, mais la maison, qui valait considérablement plus que les économies, irait entièrement à Julien. Il a dit qu'il lui avait demandé de me le dire. Il lui avait demandé de me le dire. Ils ne pouvaient même pas annoncer cette nouvelle eux-mêmes. Ils ont sous-traité la conversation sur le fait de m'exclure du plus grand bien de leur patrimoine aux frères qui recevaient tout. J'ai remercié Julien de me l'avoir dit. Puis j'ai raccroché, j'ai appelé Pauline et je lui ai dit de rentrer à la maison. Et quand elle a franchi la porte, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes plein de notes. Je l'ai regardé et j'ai dit, ils n'ont pas changé. Elle s'est assise à côté de moi et a dit, je sais. Alors, quel est le plan? J'ai dit, j'ai fini de demander une place à leur table. Je vais construire ma propre table. Et quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, ce sera la conséquence que je n'ai jamais eu le pouvoir d'infliger auparavant. La première chose que j'ai faite a été de consulter une avocate, non pas pour contester le testament, car légalement mes parents pouvaient disposer de leurs biens selon leurs souhaits dans les limites du droit français. Je voulais comprendre ma position. L'avocate, une femme brillante nommée Maître Delphine, a dit, honnêtement, Mathieu, d'un point de vue financier, vous n'avez pas besoin de leur maison. Ce dont vous avez besoin, c'est de tourner la page. Elle avait raison. Mais tourner la page ne vient pas des autres qui vous le permettent. On le construit soi-même. Pauline et moi avons fixé une date de mariage. Nous avons prévu une belle cérémonie dans un lieu charmant dans les montagnes près d'Annecy. Intime, 70 personnes, nos amis, la famille de Pauline, quelques cousins du côté de mon père. Je n'ai pas invité mes parents. Je n'ai pas fait de grande annonce à ce sujet. Je ne leur ai tout simplement pas envoyé d'invitation. Les parents de Pauline ont posé la question une fois, gentiment, et Pauline s'en est occupée. Elle a dit, nous voulons que le jour de notre mariage soit synonyme de joie, pas de tension. Ils ont respecté cela et n'en ont plus jamais parlé. Julien l'a appris par un de ses cousins. Il m'a appelé, agité. Il a dit, maman va devenir folle. J'ai dit, ce n'est plus mon problème à gérer. Il s'est tu. Puis il a dit, tu veux que je sois là? J'ai dit, oui, mais j'ai besoin que tu viennes en tant que mon frère, pas en tant que représentant de maman et papa. Il a dit, d'accord. Et à son crédit, il le pensait. Ma mère l'a appris 3 semaines avant le mariage.
Elle a appelé dans un état que je ne peux décrire que comme un chagrin utilisé comme une arme. Comment as-tu pu me faire ça? Une mère mérite de voir son fils se marier. Ton père et moi avons fait tellement d'efforts. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, maman, tu as eu 6 mois depuis cette visite à Lyon pour mettre une photo de moi dans ta maison. L'as-tu fait? Silence. J'ai dit, tu as eu 6 mois pour m'appeler sans passer les 10 premières minutes à parler de Julien. L'as-tu fait? Plus de silence. J'ai dit, papa ne m'a toujours pas appelé une seule fois de sa propre initiative. Vous avez demandé à Julien de me parler du testament au lieu de me le dire vous-même. Vous avez dit que vous vouliez arranger les choses et puis vous n'avez rien changé. Je ne vous punis pas. Je protège ma joie. Il y a une différence. Elle a dit, tu vas le regretter, Mathieu. Un jour, tu voudras que ta mère soit là, et il sera trop tard. J'ai dit, peut-être, mais j'ai passé 29 ans à regretter que ma mère ne soit pas là. Aux compétitions de natation, à la remise des diplômes, aux anniversaires. Au moins cette fois, c'est mon choix. Elle a raccroché. Mon père n'a pas appelé. Le mariage a été parfait. Pas parfait à la manière d'Instagram où chaque détail est soigné. Parfait de la manière qui compte, où chaque personne présente voulait sincèrement être là. Pauline a remonté l'allée et j'ai complètement craqué, ce que j'avais juré de ne pas faire. Bastien m'a tendu un mouchoir et a murmuré, tu me dois 20 €. Marc a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. Julien m'a pris à part pendant la réception et a dit, je suis fier de toi, mec. C'est vraiment bien. Et je pense qu'il le pensait d'une manière qui allait au-delà du simple mariage. Le père de Pauline m'a dit qu'il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un qui comprenait que l'amour est un verbe. Je ne pense pas qu'il savait à quel point cela m'a touché. Les suites ont été intéressantes. Ma mère a envoyé une carte, pas d'excuses, juste des félicitations et une ligne sur le fait qu'elle aurait aimé être là. Mon père n'a rien envoyé. Mais c'est là que l'ironie entre vraiment en jeu. Environ 4 mois après le mariage, j'ai reçu un appel de Julien. Il semblait épuisé. La situation financière de maman et papa s'était aggravée. Le toit fuyait activement. La chaudière avait rendu l'âme et ils approchaient d'un hiver près de Tours avec presque plus d'économie. Julien avait couvert ce qu'il pouvait, mais il était à court avec 2 enfants, une hypothèque et les frais de scolarité de Mélanie. Il a dit, maman m'a demandé de t'appeler. Puis il a fait une pause et j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Il a dit, Mathieu, je sais que ce n'est pas juste. Je sais qu'il me demande sans cesse d'être l'intermédiaire et je sais que c'est tordu. Je ne sais juste pas quoi faire d'autre. C'était le moment. Les parents qui avaient construit un sanctuaire pour un fils et effacé l'autre avaient maintenant besoin du fils effacé pour sauver leur maison. J'ai dit à Julien que je m'en occuperais. Puis j'ai appelé mes parents directement. Ma mère a répondu et a immédiatement commencé par des banalités. Oh, Mathieu, ça fait plaisir de t'entendre. Comment va Pauline? Quel temps fait-il à Lyon? J'ai coupé court. J'ai dit, maman, je suis au courant pour la maison. Je suis au courant pour la situation financière. Mais papa sur haut-parleur. Elle l'a fait. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai dit, je vais être honnête avec vous deux. J'ai les moyens d'aider. Donc, la question n'est pas de savoir si je peux. La question est de savoir si je vais le faire. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux que vous écoutiez. J'ai dit que vous aviez prévu de laisser la maison entièrement à Julien parce qu'il était resté proche et que j'étais parti. Vous n'avez jamais considéré que je suis parti parce qu'il n'y avait rien ici pour moi. Vous n'avez même pas pu me parler du testament vous-même. Vous avez envoyé Julien annoncer la nouvelle comme si j'étais un locataire informé d'un changement de bail. Mon père a commencé à dire quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas fini, papa. Et il s'est arrêté. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je disais à mon père de se taire. J'ai dit, maman, tu m'as écrit une lettre en disant que tu voulais guérir. Tu es venu à Lyon, tu as pleuré sur ma terrasse et tu as dit que tu essaierais. Puis tu es rentré chez toi et tu n'as rien changé. Pas une photo, pas un appel téléphonique qui ne commençait pas par Julien. Vous avez fait le strict minimum et vous attendiez que je sois reconnaissant. J'ai dit, la maison que vous voulez que je sauve est la même maison où ma chambre est devenue un atelier de bricolage tandis que celle de Julien est restée un sanctuaire.
vous voulez que je finance la préservation d'un monument à votre favoritisme? Silence de mort. Le genre de silence qui a un poids. Puis ma mère a dit, tu as raison. 2 mots. Pas de déviation. Pas de mais nous vous aimons tous les deux de la même façon. Pas de tu exagères. Juste tu as raison. Mon père l'a dit aussi. Plus bas. Il a dit, on a tout gâché, Mathieu. Je sais qu'on l'a fait. Je suis resté assis là, sur ma terrasse à Lyon, et j'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine que je portais depuis que j'étais un enfant debout sur un parking avec une médaille de bronze et personne pour me ramener. J'ai dit, voici ce qui va se passer. Je vais aider pour la maison. Non pas parce que je vous le dois, mais parce que je choisis de le faire. Et ce choix vient avec des conditions. De vraies excuses écrites de vous deux. Des photos de moi dans cette maison, encadrées dans le couloir, là où sont celles de Julien. Le testament mis à jour pour refléter les 2 fils de manière égale. Et papa m'appelle toutes les 2 semaines. Non pas parce que maman le lui a dit, mais parce qu'il le veut. Mon père a dit, d'accord. J'ai dit, encore une chose. Je vous veux chez moi pour Noël. Pas chez Julien. Chez moi. Vous allez vous asseoir à ma table, dans ma maison, avec ma femme et mes amis. Et vous allez voir ce que j'ai construit sans vous. Non pas pour vous le jeter au visage, mais pour que vous me voyiez enfin. Ma mère pleurait à nouveau, mais c'était différent cette fois. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Ce n'étaient pas des pleurs de « je suis mal à l'aise ». C'étaient des pleurs de « je comprends enfin ce que j'ai fait ». Elle a dit, nous serons là. Ils sont venus pour Noël. Pauline a cuisiné une dinde qui était incroyablement bonne. Marc et Isabelle sont venus. Bastien et Caroline sont venus. Mes parents se sont assis à une table pleine de gens qui m'aimaient et m'ont regardé être la personne que j'étais devenue sans leur aide. Mon père a été silencieux la plupart de la soirée. Mais en partant, il m'a serré dans ses bras. Pas une poignée de main, une étreinte. Et il a dit, je suis désolé d'avoir manqué tout ça. Je suis désolé de t'avoir manqué. C'était il y a 6 mois. Les choses ne sont pas parfaites. Ma mère se surprend encore à parler par défaut de Julien, mais maintenant elle s'arrête en pleine phrase et dit, « Désolé, raconte-moi ta semaine. » Mon père appelle tous les 2 dimanches. Les conversations sont courtes et maladroites, mais elles sont réelles. Le couloir de leur maison a maintenant ma photo de remise de diplôme universitaire, ma photo de mariage, et une photo de moi et Pauline sur notre terrasse. Ce n'est pas égal au mur de la renommée de Julien, mais c'est là. Julien et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Il est venu à Lyon le mois dernier avec sa famille, et son fils m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'aidais les gens à compter leur argent. Il a dit, cool. Tu peux compter le mien? Il avait 2,37 €. Je les ai comptés très sérieusement et je lui ai dit que son portefeuille se portait bien. Le testament a été mis à jour, partage égal, tout, y compris la maison. Ma mère m'a remis les papiers elle-même. Elle a dit, c'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. J'ai encadré une copie de ma vieille médaille de bronze de la compétition régionale de natation. Elle est accrochée dans mon bureau à la maison. Pauline m'a demandé pourquoi, puisque j'ai de plus belles réussites à afficher. Je lui ai dit, ce n'est pas pour la médaille. C'est pour le garçon qui l'a gagné et qui s'est retrouvé seul sur le parking. Commentaire, j'ai été profondément touché par ce témoignage. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de reconnaître sa propre valeur. Il faut parfois avoir le courage de poser des limites claires, même dans sa famille. J'ai appris qu'on peut choisir sa guérison au lieu de rester bloqué dans les blessures du passé. Prendre la responsabilité de son bonheur est une des choses les plus libératrices qui soient. On peut rester bienveillant tout en protégeant sa paix intérieure. Construire sa propre famille de cœur apporte une sérénité que rien ne remplace. Je vous encourage à réfléchir à vos relations et à ce qui vous fait vraiment du bien. Choisir la paix n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'amour envers soi-même. J'espère que cette histoire vous inspirera à avancer avec plus de douceur et de force intérieure. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.